Maintenant, donc, depuis coup, il y avait le féminisme au niveau local. Et il y avait quoi d'autre que tu voulais commencer par ça Le fait d'être experte ou pas. Okay. La légitimité. Redis-le. Légitimité. C'est pour tout là. Ok, ben c'est quand tu veux. Donc du coup, la question c'était quels sont les réseaux locaux du féminisme à Bruxelles? Pour quelqu'un en fait qui serait une femme qui voudrait se rapprocher des milieux féminisme à Bruxelles, ou un mec en fait parce qu'il n'y a pas de raison, c'est quoi la direction? Qu'est-ce que tu conseillerais? J'ai l'impression que c'est souvent par des rencontres fortuites que ça se passe. Moi, j'avais fait la rencontre de Valérie Ludwig et nos discussions étaient passionnantes et je l'ai fréquentée beaucoup et c'est comme ça qu'elle m'a proposé de faire partie de l'Assemblée Générale de l'Université des Femmes. Mais quand j'y pense, 2 ans auparavant, je suis dans un avion, je vais travailler à New York, et là il y a un type religieux, extrémiste, qui a sa place à côté de moi et qui refuse de s'y asseoir. Pourquoi ? Parce que je suis une femme. Il y a un mec qui a refusé de s'asseoir à côté de toi parce que Refusé c'était une femme. catégoriquement, et le mec met tout l'avion en retard. Ok. Scandale dans l'avion à Zaventem. On ne décolle pas tant qu'on n'a pas trouvé une autre place. Alors, j'ai vécu des situations d'injustice parce que j'étais une femme, mais celle-là, en fait, ça a été extrêmement violent. Parce que je suis une femme, cette personne ne va pas s'asseoir à sa place qui est là. Le mec, il venait pas de Belgique, il venait d'un pays chelou. Alors, je lui ai pas demandé ses papiers d'identité. Non, mais je veux dire mais en tout cas, ça dure longtemps. Okay. Il exige que des stewards lui trouvent une autre place. Scandale dans l'avion. Et je ne sais plus comment ça s'est passé, mais sous la pression, j'accepte de changer de place parce que sinon on ne décollera pas. Okay. Et je me retrouve à côté d'une vieille Texane qui a tout vu, tout compris, et qui me tend un livre. Et ce livre, c'est Gloria Steinem, Ma vie sur la route. Et j'avais 6 heures devant moi, je l'ai dévoré. Et voilà, et ça c'était il y a 2 ou 3 ans. En fait, je sais pas, pour moi ça a été des rencontres, des hasards. Okay. Il n'y a pas un réseau organisé de... Et si, bien sûr qu'il y a des réseaux, mais ces réseaux, tu vois, avant, finalement, jusqu'au mois de mars dernier, j'étais timide, j'étais impressionnée, je n'osais pas aller toquer à la porte des féministes pour dire je veux en être. Ouais. Et c'est parce que j'ai fait instinctivement ce qui était pour moi une urgence absolue pour défendre le droit des femmes à ce moment-là, qu'alors tout s'est mis en œuvre et en réseau, ouais. Et que du coup j'ai consolidé des liens avec les féministes. Je regardais hier soir un film, bon c'est un film, mais il a quand même, j'y ai retrouvé plein de choses que j'ai vécues, Les Conquérantes. Et en fait, ça retrace l'expérience d'une jeune épouse dans un village suisse au moment où en Suisse on allait voter par référendum. Est-ce qu'on accorde aux femmes le droit de vote ou pas? Évidemment, il y avait que des hommes qui ont pu voter pour décider si oui ou non ça allait leur être accordé. Et en fait, cette femme, elle est sensibilisée un jour parce que par hasard, elle est dans une rue de Zurich et qu'une féministe arrive et lui dit voilà, un tract, bientôt on va décider est-ce qu'on donne le droit de vote aux femmes ou pas, il faut vous engager. Et elle est à 10 000 lieues de ces considérations, mais c'est ça qui va la sensibiliser et l'amener à se battre pour. Okay. Et on voit comment des mentalités évoluent, comment en fait au départ elle a énormément d'opposants dans son village, mais en fait elle se rend compte que ces opposants n'en sont pas
de vrais opposants, mais des personnes qui n'assument pas de dire qu'elles sont d'accord avec elles, parce que socialement, la pression, le qu'en dira-t-on leur fait peur, et malgré tout, elles ne lâchent pas, et voilà. Et donc, je pense que, en fait, oui, mon expérience, c'est que c'est une histoire de rencontre, de partage d'expériences, de transmission, de savoir, parce qu'en fait, je sais pas, on pourrait essayer de définir le féminisme, il y a des définitions du féminisme. Pour moi, en fait, c'est un apprentissage. Je pense qu'en fait, on peut apprendre toute sa vie à être féministe, que ça a beaucoup à voir avec les sciences humaines, avec la sociologie, avec la philosophie politique, avec l'économie, et que des chercheurs arrivent tout le temps avec des travaux féministes, et que c'est un chantier en fait. Ouais. Comment Qu'est-ce que tu définissais avant mars dernier comme féministe? En fait, j'ai... Est-ce que tu te définissais avant mars dernier comme féministe? J'ai toujours, encore aujourd'hui, du mal à le faire par timidité ou par bien sûr que je veux un monde d'égalité, et pour moi l'idéal c'est l'égalité pour tous et pour toutes. Et du coup, pourquoi cette timidité? Pardon? Pourquoi cette timidité du coup? Parce que comme je dis, je considère que pour moi c'est un processus d'apprentissage, et que la littérature féministe est immense, que les travaux des autrices et des penseuses du féminisme sont... quand tu mets un doigt là-dedans, c'est un océan. Et voilà, je sais pas si c'est de l'humilité, en tout cas, moi je me présente pas comme féministe. Par contre, je lutte de tout mon corps et de toute mon âme contre le sexisme et contre toutes les formes de discrimination en fait. Okay. Par contre, ce qui avant mars pourrait, du coup, pour répondre à ta question, relever du féminisme, c'est que mon parcours personnel m'a appris dès l'enfance que les injustices que je subissais en tant que fille étaient à combattre. Tu as des histoires précises pour Oui, bon, d'abord, j'ai grandi dans une famille de femmes. Ma grand-mère s'habillait en homme dans les années 70-80, a eu des relations lesbiennes, divorcée. Et ma mère et mes tantes étaient des femmes, sont toujours des femmes indépendantes, et voilà. Et donc en fait, pour moi, la domination masculine, c'est quelque chose que j'ai rencontré malheureusement par des situations qui se sont posées, mais je n'ai pas, comme d'autres enfants, grandi avec un père, des grands-pères, des oncles. Je connaissais pas en fait ça, l'autorité masculine. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Je vois pas pourquoi un homme me dirait si ce que je fais est convenable ou pas, approprié ou pas, est-ce que ça a de la valeur ou pas. Il en est hors de question en fait. Et non seulement ça, mais j'ai aussi été très jeune confrontée au fait d'être considérée comme un objet sexuel par des hommes, et bien plus tard je me suis rappelée de ces choses-là. Ça, c'est un phénomène qui est étudié par
Muriel Salmona, qui est une femme extraordinaire, qui parle de la mémoire traumatique. En fait, la mémoire traumatique pour des personnes qui ont vécu des guerres ou des phénomènes, des chocs. En fait, les êtres humains oublient pour survivre. Et donc, de nombreuses années après les faits, je me suis rappelée d'avoir été victime de pédocriminels. Et donc, à ce moment-là, c'est avant MeToo, avant tous ces mouvements, je vais porter plainte. Et en fait, j'ai fait l'expérience la plus banale qu'on puisse imaginer, et je me suis confrontée à une justice qui ne prend pas la défense des victimes et protège les agresseurs. Ouais. En l'occurrence, c'est quand même très choquant, un de mes agresseurs, j'ai été enlevée et abusée, et la personne qui m'a enlevée est un directeur de colonie de vacances. Okay. Et quand j'ai porté plainte, il y a eu un début d'enquête. On a trouvé des preuves avec une perquisition au domicile de l'agresseur. Une expertise psychiatrique a démontré qu'il avait un profil de manipulateur, mythomane. Des photos de moi qui dataient de l'époque ont été retrouvées, et pourtant ça a donné un non-lieu. Okay. Ça a été classé sans suite. Et pourtant, je sais qu'à l'époque, il était toujours en train de travailler dans des camps de vacances, et donc avec un public d'enfants. Et si tu veux, avant mars 2020 et la pandémie, il y a quand même une conscience très claire que, en tant que femme, il y a un travail à faire qui est énorme, de faire valoir nos droits. Et c'est quelque chose que je voulais dire d'ailleurs. En fait, l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut pas se réduire à des droits. En fait, ces droits doivent être appliqués. Et c'est un gros problème qui se pose, c'est qu'en fait, au niveau juridique, nous avons acquis un certain nombre de droits. Le problème réside dans l'application de ces droits. Je vais prendre un exemple. Dans le droit du travail, on a rallongé en Belgique le congé paternité. Okay. Or, puisque les femmes sont généralement dans les emplois à temps partiel ou dans les emplois des secteurs les moins rémunérés, le care, etc., et ben on se rend compte que dans un couple hétéro avec enfant, monsieur gagne mieux. Et donc, qui prend ces congés parentaux, c'est plutôt celles qui gagnent moins, et donc bien souvent les femmes. Okay. Et d'ailleurs, par exemple, en Pologne, les congés paternité, je crois que c'est 1 an avec le même salaire que pendant l'activité normale, et pourtant les hommes ne le prennent pas. Et ça, c'est à voir avec les constructions sociales de la masculinité. Un homme est considéré comme celui qui doit ramener un salaire et de quoi subvenir à sa famille. Et donc le droit est là, mais il n'est pas mis en œuvre. J'ai l'impression que c'est en train de changer dans la mentalité des mecs que je connais. Donc en fait, ils sont plus du tout dans cette mentalité. Mon frère, qui s'est venu la dernière fois, j'avais cette discussion avec lui, il disait en gros, lui il est reste dans une mentalité où en gros c'est lui l'homme et c'est lui qui doit ramener de l'argent à la maison, c'est lui qui... Et toute la famille s'est construite autour de ça. Donc, et en fait lui il disait en gros il a 1 heure par jour où il prend vraiment soin de lui, tout le reste du temps c'est vraiment construire la famille, l'éducation, c'était toute une mentalité comme ça. Mais c'est la seule personne que je connais de tout mon entourage. Je veux dire, de plus en plus, j'ai des gens qui sont en mode, en vrai, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, une femme peut très bien. Je trouve que c'est vraiment en train de changer cette façon de penser. Où un homme doit. Je trouve qu'il y a une grosse avancée à ce niveau-là. Oui, mais il faut toujours garder en tête
quel est le groupe social auquel on appartient. Et quand on fait un constat sur notre entourage, il est constitué de qui et ces personnes sont dans quel groupe social. Oui, il y a des changements de mentalité, mais où et qui je ne sais pas si ces changements sont à grande échelle, tu vois. Il faut juste continuer. Je ne nie pas qu'il y a des avancées, mais par contre, je pense que en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, il faut toujours continuer à se battre parce que rien n'est acquis. Je veux dire, au mois de septembre, on était encore en train de mettre la question de l'avortement en jeu dans la constitution du nouveau gouvernement. Il y avait des négociations, des alliances entre partis. En Belgique ? Oui. Okay. Oui. Je ne saurais pas te dire exactement, c'est un souvenir un peu vague, mais tel et tel parti était contre l'allongement du délai pour le droit à l'avortement, tels autres partis étaient pour, et oui, mais comment on fait, parce que là, il faut bien constituer un gouvernement. Et en fait, c'était sur la question du droit des femmes à avorter que ça s'est joué. Okay. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'à chaque génération, il faut continuer à travailler. Ouais, mais comme, j'ai l'impression, comme chaque grand débat, enfin, comme chaque je sais plus ce que je veux dire. Là, je voulais parler de la légitimité des femmes. De leur parole. Ouais. Oui, c'était cette question de la représentation des femmes dans les médias et dans les séries, par exemple, où on se rend compte que pour les séries et le cinéma, on a rarement des personnages féminins qui sont les premiers rôles, où on peut compter le nombre de films. C'est en train de changer, mais par exemple, j'ai appris que pour le prochain 007, il est question de donner le rôle à une femme noire, et apparemment ça a déclenché une vague de protestations, mais comment bon. Donc on voit bien que ça n'est pas acquis, et par rapport à donc, la légitimité de la parole des femmes, dans les questions qui concernent les femmes et le leadership, ce dont on s'aperçoit, c'est que si on demande à des personnes qui ont assisté à un débat politique ou qui ont écouté des experts et expertes qui parlent d'un sujet, très souvent les personnes sont brouillées en fait à l'écoute d'une experte ou d'une politicienne par des questions qui ont à voir avec son apparence ou qui ont à voir avec le timbre de sa voix. Est-ce qu'elle a une voix agaçante ou pas? Il en a été question, je ne sais plus, à l'Assemblée nationale récemment. Une députée s'est faite allumer parce qu'elle avait une voix qui énervait un autre. Enfin, bon. Et du coup, voilà, on va s'attacher à d'autres choses qui ne sont pas directement liées aux compétences d'une femme, à son apparence et à tout un tas de considérations secondaires. Et justement, par rapport à cette notion d'expert et d'experte, j'avais entendu un jour une féministe qui disait « En fait, il y aura vraiment une égalité entre les femmes et les hommes quand des femmes pourront être dans des positions importantes, alors qu'elles ne sont pas compétentes. Parce qu'on voit des hommes incompétents partout, malheureusement. Et en tant que femme, pour accéder à certains postes, il faut prouver qu'on est 10 fois plus extraordinaire pour être légitimé. Voilà. Mais ce qui est... moi, je peux juste me mettre à la place d'un homme, puisque je suis un homme, mais du coup, j'ai pas vraiment il n'y a pas de retour en fait sur ce qu'est être une femme de façon générale.
Est-ce que tu veux un peu nous expliquer un peu le patriarcat parce que c'est très rigolo, parce que j'ai parlé à... il y a eu Oliver qui est venu pour parler de la question LGBT. J'ai eu un entretien avec une personne qui est venue parler de l'immigration. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il y a plein de sujets différents, d'écologie aussi. On va avoir un député européen qui va venir pour parler de l'Europe, et tout le monde nous parle du patriarcat. Alors que c'est très drôle parce que c'est des sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais tous nous parlent du patriarcat comme postulat du départ. N'ont rien à voir les uns avec les autres, hormis qu'en fait, qu'on parle d'écologie ou de féminisme ou du monde ouvrier, ou en fait, la question est toujours qui exploite qui. Le patriarcat, est-ce que c'est pas un système qui permet à la classe des hommes de mettre à leur service la classe des femmes et de s'approprier le travail des femmes? De la même manière qu'on exploite des ouvriers, de la même manière qu'on exploite la terre et ses ressources, et de la même manière qu'on exploite les femmes et leur travail et leur corps, bien sûr qu'on arrive toujours au patriarcat en fait, puisque les hommes font la politique, les hommes font l'économie, et que dans un contexte d'ultralibéralisme, la question est toujours celle de l'exploitation. Et cette exploitation, c'est comment faire du profit, comment faire feu de tout bois finalement. C'est Guillaumin, je crois, une féministe, qui dit que le rapport des hommes et des femmes, c'est un rapport de classe dans lequel l'une est à la disposition de l'autre. Et en fait, elle parle de l'appropriation des femmes et de deux types d'appropriation des femmes par le patriarcat. C'est l'appropriation individuelle et l'appropriation collective. Dans le cadre pour illustrer l'appropriation collective, je pense que les couturières solidaires, c'est un pur exemple de comment la collectivité s'approprie le travail des femmes. Okay. Tout à l'heure, tu disais que tu te vois comme étant un peu vénère comme féministe. Pourquoi? Ouais, énervée, en colère. Je suis en colère parce qu'ok, on a le droit de vote, ok, on peut signer un contrat de travail sans l'autorisation d'un mari, ok, on peut ouvrir un compte en banque, ok, des lois sont votées pour un salaire égal à travail égal. Il n'empêche que au-delà de ces droits qui sont acquis et ils ne sont pas acquis facilement, il faut se battre pour les acquérir. Au-delà de ça, tu prends le bus ou le train, tu as un mec qui se branle. Tu portes plainte pour une agression sexuelle, elle est classée sans suite. Tu fais le même boulot que ton collègue, tu gagnes moins. Et pourtant, en fait, il y a une loi pour assurer un salaire égal à travail égal. En revanche, il y a des mécanismes au sein des entreprises qui sont dans la description d'un poste. Concrètement, un homme et une femme vont faire la même chose pour l'entreprise. La description du poste est différente, ce qui justifie qu'un homme va gagner plus. Pourquoi est-ce que actuellement tant de femmes sont représentées dans les métiers du care? Est-ce qu'on a des capacités hors normes pour s'occuper des autres? Pas plus que les hommes en fait, c'est simplement une question d'éducation. Et voilà, je crois que je suis en colère parce qu'on n'est encore pas réellement considérés comme des égales. Okay.
malgré les avancées au niveau juridique qu'on ne peut pas nier. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, mais c'est une question que... Je suis en colère tout le temps. Je suis en colère en cours de philosophie politique quand j'entends que dans la démocratie athénienne, on définit... dans la Grèce antique, l'être humain ne peut être accompli que s'il participe à la vie politique. Ok. Or, pour participer à la vie politique à Athènes, il faut être un homme un homme libre. C'est-à-dire que du coup, les femmes et les étrangers esclaves n'ont pas accès à la vie politique et donc ne peuvent pas être considérés comme des humains accomplis. Oui, c'est en Grèce antique. Ouais, c'est en Grèce antique, mais en revanche, tu vois, en fait, 2400 ans plus tard ou 500, quel est l'accès qu'on donne aux femmes à la vie politique ? Bon, il y a quand même pas mal de femmes... Alors, il y a des lois sur la parité dans les partis. En revanche, je ne suis pas certaine que la société dans son ensemble permette aux femmes de se sentir aussi investies. À mon époque, quand on élisait un délégué de classe, tu vois, je dis même pas une déléguée de classe, il allait de soi que plus de garçons se présentaient et qu'on allait chercher un délégué. Ou plein d'autres formes comme ça de T'as pas l'impression que ce que c'est en train de changer, pas que c'est entre ce que tu disais tout à l'heure, c'est une grosse mouvance où c'est vraiment en train de changer ou pas du tout? Parce que par exemple, on parlait de la politique, moi les personnes que je soutiens sont tous des femmes politiques, dont une qui va venir ici. La personne qui va venir pour parler de l'Europe, c'est une femme. Donc, tu vois, c'est ça que je me suis dit, je vois, moi, le monde que je vois, c'est juste l'impression, mais encore une fois, je me remets dans ma place où je ne le vis pas, donc je ne peux pas vraiment. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a que le changement qui est en train que j'ai l'impression de voir de ma position ne mérite pas une telle colère. Mais après, chacun ne juge pas une colère, mais que les choses vont dans la bonne direction. C'est ma sensation. Ouais. En tout cas, en Belgique, je veux dire, je parle pas en Arabie Saoudite, mais je veux dire en Belgique. Ouais. Mais quand tu regardes les chiffres, combien il y a en Belgique de familles monoparentales qui sont des mères seules et de familles monoparentales qui sont des hommes seuls, 80% sont des femmes et la majorité sont précaires. Je veux dire, oui, les mentalités changent et je vois bien que dans l'éducation, il y a de nouveaux supports pour les enfants, des livres très chouettes pour justement décloisonner les questions de genre, etc. Je sais pas, je pense que dans les faits, et je suis pas sociologue, j'étudie mais j'y suis pas encore, mais les chiffres montrent que la situation des femmes en Belgique, encore aujourd'hui, est difficile pour une majorité. Okay. Dans un monde où on nous permettrait en tant que femmes d'accéder, d'avoir une place dans la vie politique et économique égale à celle des hommes, je pense que des politiques seraient menées qui permettraient plus d'émancipation. Je vois les chiffres des féminicides. Une femme tous les 3 jours en France quand même qui est assassinée par son mari ou ex ou amant. Une femme tous les 3 jours. Je veux dire, un chauffeur de bus tous les 3 jours serait assassiné en France. Je pense qu'au niveau politique, on se démerderait pour que ça change très vite. Tu vois ?